What's up tout le monde, mon nom est Max Molette, vous écoutez Si j'étais toi Max, j'apprendrais peut-être à coudre pour ajouter un petit bouton ou deux sur ma chemise parce que là ça fait dur ton affaire qui existe. Effectivement, je suis d'accord avec vous YouTube, ça fait dur mon affaire, mais pour ce soir ça va être ça parce que j'ai hâte de vous parler des livres que j'ai lus jusqu'à présent dans ma semaine, mais aussi parce que j'ai une certaine avance puis on va continuer de la cultiver si on peut. Je vous reparle de tout ça après la musique d'intro qui commence direct là. Je commence par vous parler d'Éric Emmanuel Schmitt, Madame Pelinska et le secret de Chopin. Je vous avais déjà parlé de Schmitt, vous savez que j'ai comme un espèce de rapport bizarre avec lui. En fait, c'est pas vrai, c'est pas un rapport bizarre, là. C'est mon petit côté élitiste, puis c'est ce que j'essaie de combattre justement avec cette chaîne-là. C'est pas vrai que parce qu'un auteur est un auteur populaire que ce qu'il fait est de la littérature populaire. Généralement, parce qu'un auteur est connu, on peut s'attendre à ce que sa plume soit bonne. C'est pas toujours le cas, mais il faut pas non plus tomber justement dans cette espèce d'élitisme littéraire là, de comme si c'est populaire, moi j'aime pas ça, je veux lire des romans de l'ombre, je veux lire Dostoïevski et Tolstoï. Calme tes nerfs, PH Quentin. Tu peux lire Éric Emmanuel Schmitt aussi, tu vas voir, c'est super bon. Puis j'essaie de tuer le petit PH en dedans de moi, tu sais, parce que ça m'arrive, comme tout le monde, de faire preuve d'élitisme. Bref, de temps en temps, j'aime lire Schmitt. Puis je me rends compte en fait de plus en plus que j'aime beaucoup la portée émotive dans les livres de Schmitt. Dans le cas de Madame Pelinska et le secret de Chopin, j'ai pas tant aimé ça par contre. Je retrouvais peut-être un peu moins ce que j'avais retrouvé dans les autres livres d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est-à-dire justement cette portée émotive-là. Je l'ai retrouvé à la toute fin du récit. J'ai bien aimé la fin en fait parce que on se rend compte que tout au long du roman, Éric Emmanuel Schmitt nous parle de ses leçons de piano, de ce qu'il apprend en fait pour comment maîtriser un peu mieux l'instrument en s'en éloignant. Puis on se rend compte à la toute fin, vraiment à la dernière page, que Éric Emmanuel Schmitt n'écrit pas sur le piano, mais il écrit plutôt sur la littérature parce que toutes les leçons que Madame Pelinska lui a données peuvent être transmises dans la littérature. Elle lui a appris une manière de vivre, une manière de consommer la vie plutôt qu'une manière de jouer ou d'apprendre à jouer. Donc ça, c'est parce que ces leçons-là, justement, sont universelles. Il arrive à les appliquer dans son écriture, puis c'est ce qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un hommage à une de ses maîtres. Je trouve ça intéressant. On retrouve encore l'humour de Schmitt. Comme je dis, on retrouve peut-être un peu moins la portée émotive avant les dernières pages. Il y a le personnage de la tante Aimée qui est très intéressant à ce niveau-là. Mais pour moi, ça restait plus en surface que les autres livres d'Éric Emmanuel Schmitt. Il y a peut-être un peu moins l'aspect philosophique qu'on retrouve dans ses autres livres. Reste que c'est un bon livre que j'ai quand même bien apprécié. Donc, je vous le conseille. Le lendemain matin, je n'étais pas mort. Je me suis réveillé comme d'habitude. Emma était allée conduire la petite à la garderie. Je suis sorti faire des courses pour le resto, marché public, musique de Noël, légumes de saison, quelques fruits, les dernières pommes de l'année, grises, des rossettes, celles qu'on fait cuire et qui ne fondent pas. J'avais l'idée de mettre au milieu un lapin farci aux pommes et au foie gras. Les étals présentaient encore des produits frais, même en décembre, patates, salsifis, topinambours, des légumes plantés en mai et achetés sur une chaussée enneigée à la fin de décembre. Dans l'année, il fera de moins 30 à plus 30 degrés Celsius. J'avais les bras chargés d'une dizaine de sacs enfilés dans autant de doigts. Manteau d'hiver trop chaud, l'eau coulait doucement dans mon dos, empruntant le creux de la colonne avant de finir sur la bande élastique de mes boxeurs. J'ai marché normalement, un peu,
beaucoup en moi, sans croiser de regards et sans les chercher, les yeux devant mais plus loin qu'ici. J'imagine que ça se sent, car je réussis assez bien à ne pas être trop ouvert. Je ne veux pas de sourire étranger ni de salutations polies. En général, je déteste les gens que je ne connais pas, et je hais ceux que je finirai par connaître. Je vous parle maintenant du roman La foi du braconnier de Marc Séguin. Marc Séguin, on le connaît principalement pour ses œuvres d'art visuel, mais il écrit également des livres. J'avais d'ailleurs essayé plus jeune de lire Hollywood, mais j'avais pas vraiment aimé ça. J'avais décroché rapidement, tout de suite dans les premières pages. Et La foi du braconnier m'a donné envie de me replonger dans ce livre-là, parce que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour La foi que j'ai lu cette semaine. C'était vraiment franchement bon, c'est bien écrit, il y a une attention particulière de mise au mot sans que ça devienne quelque chose de prétentieux. On suit facilement l'histoire. La quête du protagoniste est assez claire, c'est d'aller dessiner littéralement un grand fuck you dans l'Amérique. Je dis littéralement en fait, mais c'est de faire le trajet d'un fuck you à l'aide de sa voiture. Ça fait écho en fait à une relation qu'il avait eue étant plus jeune, mais ça fait également écho à la haine qu'il tente d'avoir pour l'humain, parce que on se rend compte en fait que ce personnage-là n'est pas tout à fait misanthrope comme il prétend l'être. En fait, je pense qu'il tente d'haïr les gens, mais au final, en dedans de lui, il y a une parcelle de bonté qui fait qu'il aime la vie, qui célèbre même le rythme de la vie. Une partie de lui qui aime l'humain profondément, mais qui n'aime pas l'humain perverti. Donc je me suis reconnu beaucoup dans ce livre-là, parce que je me plais souvent à dire que je déteste aimer les gens autant que j'aime les détester. Définitivement, j'avais l'impression là, parfois de me lire. Après, il y a certaines limites quand même. Là. Je me définirais pas comme étant un braconnier. J'irais pas jusqu'à tuer des animaux parce que c'est ce qu'il y a de plus près de tuer l'humain. Mais encore là, j'ai l'impression que le protagoniste tente de se convaincre que c'est pour ça qu'il fait ça. Alors que quand on analyse ses gestes, il le fait d'une part pour l'argent qu'il peut en retirer, ou d'autre part pour pouvoir manger ou nourrir les gens qu'il aime, voire juste nourrir autrui. Donc définitivement, c'est pas une mort, c'est pas tuer pour tuer en fait. Je pense que définitivement c'est un geste intéressé de la part du protagoniste. Donc est-ce qu'il est vraiment haineux? Je pense que c'est la question à laquelle on est invité à répondre à la fin de la lecture. Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose... une fibre de haine, mais je pense pas que c'est quelqu'un de profondément haineux. Bref, c'est un livre qui porte beaucoup à la réflexion. Ça a été franchement un grand coup de cœur pour moi cette semaine. Donc La foi du braconnier, je vous le conseille fortement. Et je termine ça avec un autre gros coup de cœur que j'ai eu pour la pièce Les Justes d'Albert Camus. Les Justes, c'est l'histoire vraie en fait d'une cellule terroriste russe qui prévoit l'assassinat d'un grand-duc qui rend la ville misérable. C'est à partir de cette histoire vraie qu'Albert Camus a commencé à travailler, à ajouter de la fiction, s'est amusé à imaginer les dialogues que cette cellule-là a pu avoir avant de passer à l'acte. Et au travers de ces dialogues-là se présente une grande question éthique, à savoir jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour nos convictions. Est-ce que de tuer un homme pour en sauver 1000 est vraiment juste? Est-ce qu'on peut prétendre savoir qu'est-ce que le peuple a besoin? C'est toutes des questions qu'Albert Camus amène. Il y a une espèce de calcul utilitaire qui est amené à être posé, mais également vraiment l'espèce de fascination que Camus a pour la révolte ressort dans ce livre-là. Je pense que la question qui est la plus importante, c'est est-ce qu'on peut vraiment prétendre savoir qu'est-ce qui est bon pour un peuple? Puis même si on le savait, est-ce que le peuple va recevoir nos idées avec optimisme si on les impose dans la colère et dans la haine? Donc c'est vraiment une pièce de théâtre intéressante au niveau philosophique. L'histoire est bonne, les personnages sont attachants. Donc vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour Les Justes d'Albert Camus. Je vous le conseille tellement fortement. Une pièce de théâtre qui se lit super rapidement. Vous allez avoir de la misère à poser ce livre-là.
Ma suggestion de la semaine, en fait, c'est de lire les 2 derniers livres, soit La foi du braconnier de Marc Séguin et Les Justes d'Albert Camus. J'ai pas détesté Madame Pilinska et Le secret de Chopin, c'est vraiment juste que, selon moi, les 2 autres livres étaient nettement meilleurs. Donc, j'en dis pas plus, je vous invite à aller lire ces livres-là, vous allez avoir énormément de plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Peace out.